Cette communication va s'atteler sur les techniques d'identification des victimes en complément à celle du Dr Kerouche. Donc tout d'abord, pour la prise en charge efficace, il faut deux aspects. Prendre en considération l'aspect organisationnel et l'aspect technique. Donc l'aspect organisationnel, je vais parler de l'organisation recommandée par Interpol en matière de gestion ou d'organisation pour la gestion et l'identification, surtout le volet identification des catastrophes. Donc, il recommande la création d'une unité d'identification des victimes. Cette unité sera composée d'une équipe de direction des opérations, une équipe de gestion et de communication, équipe chargée du relevage des corps et du recueil des indices matériels, équipe confrontation des résultats, qui sera formée par une équipe antemortem et une équipe post-mortem. L'équipe antemortem, c'est celle qui est chargée de recueillir toutes les informations concernant une personne disparue, et l'équipe post-mortem, donc c'est l'équipe qui est chargée des différents indices en vue de l'identification. Puis une commission d'identification, c'est-à-dire c'est la dernière commission qui va valider l'identification formelle d'un cadavre. Donc on va expliquer le rôle de chaque équipe. Donc brièvement, donc pour la première équipe, c'est l'équipe de direction des opérations. Donc son rôle est de prendre toutes les décisions requises concernant cette unité. Exprimer les besoins d'unité, donc en moyens matériels et humains, relation avec les autres organismes, et elle peut, dans certains cas, être chargée de la communication avec les médias. Pour la deuxième équipe, c'est l'équipe de gestion et de communication. Également, elle exprime les besoins. Disparu. Une famille qui a perdu quelqu'un lors d'une catastrophe, donc elle va s'adresser à cette équipe, elle va lui fournir le maximum d'informations concernant la personne disparue qui pourront être utilisées à la fin pour l'identification. Préparer les dossiers des personnes disparues, donc signaler aux autorités compétentes les identifications effectuées. Pour l'équipe post-mortem, c'est-à-dire l'équipe qui travaille sur les cadavres proprement dits. Donc ici, ils vont recueillir toutes les données dentaires, recueillir toutes les données médicales, donc on va les voir après, recueillir toutes les données médico-légales, donc c'est les données fournies par les médecins légistes. Équipe de confrontation des résultats, donc c'est une équipe qui va comparer les données de l'équipe antemortem avec les données de l'équipe post-mortem pour essayer de trouver ou d'identifier les victimes. Envoyer les concordances à la commission d'identification pour contrôle et décision finale. C'est-à-dire, lorsqu'ils identifient une personne, ils envoient le dossier à la commission d'identification qui fait une dernière vérification avant de dire que telle identité correspond à telle personne. Donc cette commission d'identification sera chargée d'examiner les propositions présentées par l'équipe de confrontation des résultats, rendre les décisions finales concernant l'identification des cadavres, donc c'est une décision finale basée sur plusieurs techniques, et valider ces décisions sur le formulaire d'identification des victimes de catastrophes. Donc, une fois qu'une personne est identifiée, elle possède un formulaire, donc avec une photo, l'identité et tous les paramètres d'identification.
Pour l'aspect technique, donc on va aborder les différentes techniques utilisées pour l'identification. Donc, tout d'abord, on va commencer par quelques recommandations indispensables lors de l'intervention sur une scène de catastrophe. Donc, la première recommandation, c'est que le lieu de la catastrophe doit être fouillé méthodiquement et examiné secteur par secteur. C'est-à-dire, quand on rentre dans une scène de catastrophe, donc on doit préparer une méthodologie d'intervention, une méthodologie de découpage de la zone de catastrophe pour ne pas négliger certaines zones. Donc il y a une manière, donc je ne l'ai pas mis ici, une manière de découper la zone de catastrophe en secteurs. Donc on va fouiller secteur par secteur avec au milieu un couloir de déambulation pour accéder aux différentes zones. Le rapprochement de fragments de corps séparés est uniquement effectué par des spécialistes de la médecine légale autorisés. C'est-à-dire, lors d'une catastrophe, s'il y a des parties de corps, on ne doit pas nous-mêmes essayer de rapprocher une partie de corps, une main, d'un autre corps. Donc, c'est le travail du médecin légiste. Donc, le personnel ne doit pas rechercher d'éléments de preuve de l'identité de la victime ou retirer des objets de ses vêtements. C'est-à-dire, on ne doit pas fouiller à l'intérieur des vêtements lors du relevage du corps. C'est l'équipe chargée de l'identification qui va rechercher ces éléments d'identification. Privilégier les prélèvements ADN si l'état du corps risque de changer rapidement. C'est-à-dire, si l'état du corps peut changer, on commencera par les indices biologiques qui peuvent être détériorés par le climat. Repérage de tous les corps et fragments de corps et marquage par une plaque d'identification lisible et indélébile avec un numéro unique. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est un codage qu'on doit utiliser pour identifier les corps et les parties du corps. Fixation du numéro de relevage sur le corps ou le fragment du corps, il restera accroché durant tout le processus d'identification. C'est-à-dire, on va attribuer un numéro unique pour une partie de corps ou un corps. Renseignement du formulaire Interpol pour l'identification des victimes post-mortem. Donc, il est de couleur rose. Et la partie B, relevage du corps. Donc, Interpol a préparé deux types de formulaires. Un formulaire pour les données ante-mortem et un formulaire pour les données post-mortem. Repérage des objets sur le lieu de la catastrophe et localisation des effets personnels dans un périmètre étendu autour du site. Marquage et consignation par écrit de l'emplacement où se trouvaient les objets. Donc, chaque objet doit être marqué et consigné. Étiquetage et emballage des objets qui doivent être transférés sans attendre au centre de recueil des indices matériels et des objets. Donc ici, également Interpol recommande une manière précise pour marquer les scellés. Donc il faut avoir une technique de marquage bien précise. Pour l'identification des victimes proprement dites, on va parler d'abord, il y a principalement deux méthodes d'identification. Il y a des méthodes d'identification principales et des méthodes d'identification secondaires. Les méthodes d'identification principales, ce sont les empreintes digitales, les données dentaires, l'odontologie et l'analyse de l'ADN. Pour les méthodes d'identification secondaires, nous avons les descriptions physiques et les données médicales et indices matériels et vêtements, c'est-à-dire tout ce qui est objet. Donc on va commencer par les empreintes digitales. Donc, ces empreintes digitales sont particulièrement importantes pour 4 raisons. La première, c'est ce qu'on appelle l'individualité. L'empreinte digitale est individuelle. Chaque être humain, y compris les vrais jumeaux, n'ont pas la même empreinte digitale. Donc, elle est vraiment individuelle pour chaque personne, même pour chaque doigt. Donc, les doigts de la même main n'ont pas la même empreinte digitale. Donc, on parle d'individualité. L'inaltérabilité. Donc, les empreintes digitales ne sont pas facilement altérables. Donc, des blessures superficielles, si on a une blessure superficielle, la peau se régénère. Donc, le dessin, il est reformé. À part une cicatrice profonde, donc ici, cette cicatrice même peut être utilisée pour l'identification. Parce que si cette cicatrice reste, elle reste à vie. Donc, on peut l'utiliser pour l'identification. Il y a l'immuabilité. Donc, l'empreinte digitale est immuable. Donc, je pense à partir du 4e mois de la conception de grossesse, le fœtus commence à avoir des empreintes digitales. Donc, c'est le même dessin, c'est la même forme qui reste à partir du 4 mois jusqu'à sa mort. Donc, il est immuable. Et enfin, l'automatisation. C'est-à-dire, on a pu
créer des bases de données, donc faire une recherche automatique de ces empreintes digitales. Donc pour les empreintes digitales, il existe plusieurs types. Nous avons les empreintes digitales, donc ce sont les empreintes des bouts des doigts, les empreintes palmaires, donc la paume de la main, et les empreintes plantaires. Donc même nos pieds ont des empreintes qu'on appelle des empreintes plantaires. Le principe d'identification est très simple. Donc il repose sur ce qu'on appelle des points particuliers. Donc par exemple ici, c'est ce qu'on appelle une terminaison. C'est-à-dire c'est une ligne, donc ici, une ligne qui vient d'ici et qui s'arrête. Donc on l'appelle une terminaison de chaîne. Vous avez également des bifurcations. Une bifurcation, c'est une ligne, donc elle vient d'ici, puis elle se partage en deux. Donc la même chose ici, elle se partage en deux. Vous avez également des lacs. Par exemple, ici, en forme de lac, ici. Vous avez également les îlots, donc c'est un petit point. Donc on ne voit pas bien ici, mais c'est un petit point entre deux crêtes. Ça, c'est un îlot linéaire. Donc on peut avoir un petit îlot linéaire et un petit point, par exemple ici, c'est un petit îlot. Donc lorsqu'on fait ça, donc tout d'abord, on a pu automatiser ça. C'est-à-dire, on prend une empreinte digitale et on saisit, soit par scanner, donc, et on introduit dans un logiciel. C'est ce qu'on appelle le logiciel AFIS. Donc, il existe ici en Algérie, c'est Automated Fingerprint Identification System. C'est le système automatique d'identification des empreintes digitales. Donc, c'est une base de données qui regroupe les empreintes digitales, donc avec la biométrie peut-être toute la population. Donc c'est plus facile pour l'identification. Quand on a cette base de données, on a les empreintes digitales de pratiquement toute la population. Et ce système également, donc lorsqu'ils l'ont introduit, ils ont également saisi les fichiers passifs, c'est-à-dire les fichiers qui étaient faits uniquement sur papier. Donc lors d'identification par exemple, donc lors de catastrophes, on fait des prélèvements sur des cadavres, des prélèvements d'empreintes digitales sur les cadavres. Donc tous les cadavres non identifiés, on va essayer de relever les empreintes digitales, si possible. Donc par exemple ici, il y a plusieurs manières. Donc là, ces photos sont prises lors du tsunami de la Thaïlande. Mais c'est le même procédé qu'en Algérie. Donc on fait des prélèvements d'empreintes, on prend ces empreintes, puis, donc là par exemple, ils ont détaché la peau du cadavre parce qu'on ne peut pas le manipuler, donc ils l'ont mis sur le doigt du technicien donc pour essayer de relever cette empreinte digitale. Donc puisqu'on fait, on introduit l'empreinte du cadavre dans le système, donc il va la codifier, donc la codification c'est ça, il va faire la même chose. Là où il y a un point caractéristique, il va l'identifier, le système va l'identifier. Et ça c'est l'empreinte du fichier. Donc lorsque le système trouve une concordance, il va le signaler. C'est-à-dire l'empreinte, ce cadavre, on a son empreinte digitale dans le fichier, donc il nous produit directement une identification. Sinon, c'est-à-dire si cette personne, l'empreinte de cette personne n'est pas dans notre fichier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on retourne à l'unité d'identification antemortem, c'est-à-dire qui est chargée de prendre toutes les données sur la personne. Donc si une famille déclare qu'elle a quelqu'un de disparu lors de cette catastrophe. Donc son domicile, le domicile de cette personne sera considéré comme une scène de crime. Donc ils vont se déplacer au domicile et rechercher, donc ils vont rechercher ici les empreintes sur les objets que la personne disparue utilise régulièrement. Par exemple, la table, une bouteille de parfum, donc ils vont essayer de rechercher ces empreintes dans le domicile. Donc c'est important, donc s'il y a une personne qui est disparue, de ne pas toucher ces objets à la maison, par exemple. Donc, les laisser telles quelles, peut-être ça pourra nous donner des empreintes digitales ou des empreintes génétiques. Donc, une fois cette empreinte relevée, donc on va la codifier et comparer. Donc, on va directement essayer de faire, on peut la faire visuellement, soit automatiquement. Donc, on introduit les empreintes du cadavre et les empreintes qu'on a relevées au domicile dans le même système qui va les codifier, les comparer, nous dire est-ce que ces deux empreintes sont identiques. Donc, si elles sont identiques, cette personne correspond, ce cadavre correspond à cette personne. Pour les données dentaires, ce qu'on appelle l'odontologie. Donc, c'est un autre moyen
Donc ici, chez nous, il est peu connu parce que, quand vous le voyez, les dentistes ne gardent pas un dossier médical ou un dossier dentaire des patients, contrairement aux autres pays. Donc, mais les données dentaires sont très importantes. Pourquoi? D'une part, parce que les dents sont bien protégées dans la cavité buccale. Donc, elles ne sont pas altérées lors de catastrophes. Et on sait que les dents sont le matériau le plus dur du corps humain. Et comme l'a dit le médecin légiste, il supporte une température supérieure à 1000 degrés. Et ce qui est aussi important, c'est que cette dentition peut avoir subi des traitements spécifiques, par exemple des prothèses, des obturations, des plombages, ainsi de suite. Donc chaque cas est un cas. Quels sont les renseignements que cette cavité dentaire peut nous fournir? Donc le premier, c'est l'aspect de la vie ou du mode de vie de la personne. Donc il y a des personnes qui entretiennent leurs dents, comme il y a des personnes qui ne le font pas. Donc moi, si j'ai quelqu'un de disparu dans ma famille, je sais que c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène dentaire. Donc déjà, j'exclus tous ceux qui n'ont pas une bonne hygiène dentaire. Comme je peux dire que c'est quelqu'un qui néglige sa dentition, donc je vais exclure toutes les dentitions propres. Deuxièmement, c'est l'âge de la victime, c'est-à-dire en fonction de la forme et la taille de la mâchoire, on peut dire que probablement c'est un enfant adulte, un vieux ou une femme. Origine raciale de la personne, donc en fonction de la forme de la mâchoire. Régime d'alimentation des personnes et hygiène bucco-dentaire. Donc il y a certaines personnes avec un régime alimentaire particulier ont des dentitions particulières, c'est-à-dire des tâches particulières. Vous avez également l'origine d'une victime à partir du type de traitement dentaire. Par exemple, le type de plombage qu'on fait ici en Algérie n'est pas le même peut-être qu'on fait dans d'autres pays. Donc il se peut, lors d'une catastrophe, qu'on a une victime qui nous vient d'Australie, elles ont un type de traitement particulier. Donc ici, c'est également des photos qui ont été prises d'un document lors de l'identification des victimes lors du tsunami de Thaïlande. Donc ici, ils font une radio dentaire, c'est-à-dire pour recueillir les données dentaires à partir des cadavres, et ils analysent ces données dentaires et vont les introduire dans les données post-mortem. Donc, ils vont comparer avec le dossier dentaire du disparu. C'est-à-dire, il y a une commission, donc il y a une équipe post-mortem, donc elle va travailler sur les cadavres, relever toutes les données, et il y a une équipe ante-mortem, c'est-à-dire va recueillir toutes les données concernant les disparus. Donc, ils vont essayer de trouver, ils vont faire une comparaison avec ce dossier. Pour l'analyse de l'ADN, donc également c'est une technique très fiable. C'est quoi l'ADN? Donc, toutes les cellules de notre corps, excepté bien sûr les globules rouges, qu'on appelle communément les globules rouges, donc les hématies, n'ont pas de noyau. Mais les autres cellules ont un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a ce qu'on appelle les chromosomes. Chaque chromosome contient une molécule unique d'ADN. Donc cet ADN, c'est l'enchaînement de plusieurs bases, donc de composés chimiques, donc l'adénine, cytosine, guanine et thymine, qui sont agencés dans une molécule d'ADN. Donc c'est l'ordre de ces bases qui fournit des informations génétiques. Ça, c'est juste pour information. Donc pour le côté pratique, donc lors d'une catastrophe, on fait des prélèvements ADN. On fait des prélèvements biologiques, du tissu biologique. Donc ici également, cette photo, elle est prise lors d'identification en Thaïlande. Donc ici, il faut un prélèvement d'un morceau de la diaphyse. C'est-à-dire, l'état de décomposition du cadavre ne permet pas un prélèvement biologique pour une analyse ADN. Donc, ils sont reconnus, plutôt retournés à découper un morceau de la diaphyse, de l'os. Donc, quels sont les avantages de cet ADN? Donc, le premier avantage, c'est que diverses sources du corps produisent le même ADN. C'est-à-dire, les mêmes cellules, les cellules des cheveux, du sang, du sperme, des organes, ils ont le même, vous avez le même ADN partout. Donc, par exemple, dans une scène de catastrophe, si nous avons plusieurs parties du corps ou des corps déchiquetés,
on peut, pour chaque partie du corps, faire un prélèvement. Faire une analyse ADN pour chaque partie du corps, et si on a le même profil génétique, donc on peut reconstituer les corps à travers ces analyses ADN. Également, c'est-à-dire si je fais un prélèvement d'ADN sur un cadavre, et comme chez nous, on n'a pas une banque génétique, une banque de données génétiques. Donc l'équipe antemortem, c'est-à-dire celle qui est chargée de recueillir les données antemortem sur les disparus, elles peuvent rechercher dans les objets personnels. Donc je vous ai dit que le domicile d'un disparu doit être considéré comme une scène de crime, c'est-à-dire doit être préservé pour rechercher ça. Donc on cherche ces objets personnels. Donc par exemple ici, dans le peigne, on peut retrouver des poils. On fait un prélèvement. La brosse à dents, on peut extraire de l'ADN, des poils, donc sur ces vêtements. Donc tout ça, ce sont des sources potentielles d'empreintes pour un prélèvement pour empreinte génétique. Donc normalement, tous ces objets contiennent du matériel génétique pour donner le même ADN. L'autre avantage, c'est que même une très faible quantité ici, dans la brosse à dents, donc, va me donner un profil génétique, il est utilisable. L'autre avantage, c'est que, en cas de victime, si je trouve un cadavre, je fais un prélèvement, je n'ai pas de données, je n'ai rien retrouvé à son domicile. Donc, je peux utiliser l'ADN des parents. Donc, un cadavre, il reçoit 50% d'ADN de son père et 50% d'ADN de sa mère. Autrement dit, c'est un simple test de paternité. Je vais démontrer que cette victime est le fils de cette personne et de cette personne. Donc l'identification est formelle avec un pouvoir d'identification très important, c'est-à-dire je l'identifie à 99,99999%. On peut, donc, dans les pays qui possèdent une banque de données génétiques, interroger la banque génétique. Il y a des pays qui ont un fichier d'empreinte génétique. Donc c'est encore plus facile. Si j'ai un cadavre, je fais un prélèvement, un profil génétique automatisable, j'interroge la banque de données génétiques. Pour la description physique et données médicales. Donc toutes ces données, on les obtient des constatations physiques, telles que, donc on a des données sur l'âge, le sexe, la taille et la corpulence. Donc tout ça doit être consigné dans les formulaires, donc formulaires rose et jaune. L'ethnie, mais également des signes particuliers, donc les tatouages, les piercings et éventuellement les grains de beauté. Donc tout ça permet l'identification. On peut également avoir certains signes particuliers tels que la calvitie et la couleur des yeux. Également celle des cheveux. Donc pour les données médicales, donc les constatations médicales nous renseignent sur la présence de cicatrices, donc cicatrices de brûlures, de blessures, mais également des ablations d'organes. Donc je pense que ça c'est le travail du médecin légiste. Il peut nous dire, est-ce que, par exemple, lorsque j'interroge la famille d'une victime ou d'un disparu, il peut me dire qu'il a eu une ablation de l'appendice. Donc je vais le noter dans les données antemortem. Une ablation de la vésicule. Il a un handicap particulier ou il peut porter des prothèses. Pour les indices matériels et vêtements, donc il est important de ne pas perdre de vue que certains indices matériels peuvent ne pas correspondre à une dépouille. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des notions de relevage des corps pour les premiers intervenants lors des catastrophes naturelles. Donc par exemple ici, c'est un objet personnel qui est récupéré par les médecins légistes lors de l'autopsie. Donc cette montre peut contribuer à l'identification de ce cadavre. Donc bien sûr, donc, ils ont une méthodologie de travail. Donc cette montre est photographiée sur place, répertoriée et ainsi de suite. Donc, par exemple, des bagues. Parfois, les familles admettent plus cette preuve matérielle qu'un dossier, qu'une expertise génétique. Lui ne comprend pas, c'est-à-dire le commun des mortels ne comprend pas c'est quoi cette expertise génétique.
Mais lorsque je lui montre la bague, il sait que c'est la bague de son mari ou de sa femme, donc il accepte plus cette évidence que le rapport d'expertise. Donc pour le recueil de données antemortem, donc il y a un formulaire Interpol qu'on appelle formulaire antemortem jaune. Donc toutes ces données, bien sûr, vous pouvez les trouver sur Internet. Donc il comporte les informations relatives aux personnes pouvant être considérées comme des victimes potentielles de la catastrophe, autrement dit disparues. Aux fins de recueil des premiers éléments d'identification, le domicile, comme le lieu de travail de chaque personne présumée disparue, ainsi que les autres endroits où elle s'est trouvée, doivent être traités comme des scènes de crime. C'est-à-dire, si on a un disparu, donc on ne touche pas ces objets, parce qu'ils peuvent nous fournir des éléments d'identification. Son lieu de travail, on doit le garder tel quel, parce qu'on peut faire des prélèvements pour pouvoir l'identifier. Pour les données, recueil de données post-mortem, donc c'est un autre formulaire de couleur rose. Donc c'est-à-dire ils ont pensé à l'organisation, donc et également fournir des formulaires pour que cette opération d'identification se déroule dans de très bonnes conditions. Donc ici la parole est au cadavre, c'est-à-dire on doit recueillir sur le cadavre tous les renseignements qu'on doit porter sur ce formulaire, tels que par exemple la description, sexe, taille, âge, vêtements, signes particuliers. On va faire, si possible, des relevés d'empreintes digitales, des prélèvements ADN et bien sûr l'autopsie sera faite par des spécialistes qui vont nous fournir des données dentaires et des données médicales. Donc voici juste une photo pour montrer le formulaire. Donc ici on montre que par exemple des hachures, le cadavre est en voie de décomposition, des signes particuliers par exemple, des traces, ainsi de suite. Donc ça c'est le travail des techniciens de scène de crime. En conclusion, pour la réussite de la mission d'identification, il faut des précautions des différents intervenants lors du levage du corps. D'où cette intervention, c'est-à-dire même toute personne qui est censée intervenir doit savoir que après cette intervention, il y a un très grand problème qui est celui de l'identification. Donc il doit avoir quelques notions pour ne pas modifier ou entraver le travail qui va suivre, qui consiste à identifier les victimes. Et merci pour votre attention.